coup les amis, c'est parti hein. Philomag, numéro de l'été. Je l'avais pas encore lu. On est le 15 août. J'ai l'impression que c'est le très bon timing. Et écoutez, la première chose que je peux dire, c'est que j'avais vu le teaser. En l'occurrence, Alexandre Lacroix avait partagé sur Insta un petit post sur le sujet de ce Philomag là, sur l'expérience de l'infini. Et alors je commence tout de suite par une anecdote, mais je sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours fasciné cette notion d'infini. D'ailleurs, on la retrouve énormément dans mes bouquins. Et la fois où ça m'a le plus marqué, c'était, j'ai eu la chance l'année dernière de faire la traversée Saint-Sébastien-Calvi, non pas Calvi, si Calvi. Enfin bref, France-Corse en gros, en voilier. Et bon, je vous passe le mal de mer, tout ça. Mais surtout, c'est qu'il y a un moment, t'es en pleine mer, tu vois plus la côte française, tu vois pas encore la côte corse, il fait nuit, t'es en été, tu vois l'eau et tu vois les étoiles. Et là, t'es allongé et en fait, t'as l'immensité du ciel et tout ce que ça représente comme sentiment d'infinité. Les étoiles, les galaxies, le lointain, et puis après, tu peux tout imaginer en fait. Et l'immensité de la mer et l'océan. Et ces deux immensités se rejoignent, ces deux infinités se rejoignent, et toi t'es là au milieu d'une espèce de double infinité, et c'est absolument extraordinaire. C'est vraiment un sentiment, je crois que c'est un sentiment de contemplation que j'avais jamais vraiment connu, et qui restera gravé dans ma mémoire. Parce que j'ai toujours été vraiment fasciné des étoiles, notamment en août, parce qu'en plus il y a les étoiles filantes. En ce moment, il y en a eu beaucoup, et tu les vois, t'es allongé, et tu vois là même, je suis pas loin d'une ville, donc le ciel est un peu pollué par la lumière, mais tu les vois quand même. Mais quand t'es dans des campagnes et que t'as pas un pet de lumière et que t'as tout le ciel, toute la voie lactée, et là, c'est incroyable. T'imagines si chaque étoile avait une histoire à raconter? Comment on s'en sortirait jamais tellement on aurait de choses à dire. C'est exceptionnel. Bref, tout ça pour dire que c'est parti, hein. On va lire ce Philomag, le sentiment océanique. Peut-on faire l'expérience de l'infini? Et j'avoue que ça parle aussi. Je vois qu'il y a Étienne Klein qui de toute façon qui est assez souvent là dans les épisodes de Philomag, mais l'infini a cette étrange particularité d'être un peu partout, j'ai l'impression. Tu vois, il est dans l'immensément grand, il est dans l'immensément petit, il est dans les chiffres. Pi est un nombre infini, c'est irrationnel, comme on dit, si mes souvenirs de matheux sont bons, mais c'est extraordinaire. T'imagines ? On a réussi à parler d'un chiffre, pi, qui finalement n'est jamais fini. Tu sais, c'est comme si on parlait pas vraiment de lui, en fait. C'est extraordinaire. Et j'adore cette théorie, du coup, de par son infinité, ce fameux truc de absolument tous les livres écrits et qui seront écrits se trouvent dans le nombre pi. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. On m'appelle, je vous laisse avec ces réflexions. Comme d'hab, je fais un petit arrêt sur l'édito d'Alexandre Lacroix, dont j'adore toujours autant la plume. Et c'est marrant, tu vois, il parle évidemment de ce sentiment d'infini quand t'es dans l'eau. Et c'est vrai, c'est dingue. Mais il évoque à la fin un philosophe que je connaissais pas, dont je vais du coup charcuter le nom, Carlo Michael Stader peut-être, je sais pas. Bref, qui écrit « Ce qu'il sait, ce qui donne sa saveur à sa vie plus vaste, c'est le plaisir actuel qu'il prend à chaque instant. Sa maturité en chacun de ses points est d'autant plus délicieuse que la force de sa douleur est plus intense. La stabilité de l'individu occupe un temps infini dans l'actualité du présent et arrête le temps. » Ça me fascine assez. Tu vois, il écrit ensuite à Alexandre Lacroix « N'est-il pas en train de décrire l'être humain faisant la planche tandis que pour lui l'été s'achève ? Et comment nommer une telle joie mêlée de douleur ?» En fait, je crois que ce qui me fascine dans cette notion d'infini, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement paradoxal à tout ça. L'infini n'existerait jamais si il n'y avait pas des choses finies, et inversement. Et je sais pas, en fait, c'est comme une représentation de l'équilibre de la vie, le fait qu'on puisse être confronté à cette infinité. Et ça renvoie toujours à ces enjeux de vouloir, par exemple, être immortel.
quelle idée de con. Vous me passerez le truc, mais tu vois, typiquement, est-ce que c'est pas le fait que l'été se termine qui fait que cette planche au milieu de l'eau avant de retourner travailler, elle est particulièrement savoureuse? Tu vois, est-ce que c'est pas son côté fini qui lui donne sa justesse quelque part? C'est vraiment passionnant ces trucs. Et tout ça après, l'infini, ça me fait vraiment partir dans des... J'ai l'impression de me mettre à contempler quand je pense à l'infini. Et c'est vrai, par exemple, vous voyez dans la fractale aussi, est quelque chose d'extraordinaire. Je crois que je le range dans les trucs. En fait, les trucs qui me fascinent énormément sont des trucs infinis. Le pi m'a toujours fasciné. Tout ce qui est convergent mais asymptotique en mathématiques m'a toujours fasciné. Tu vois, le fait que tu puisses t'approcher de quelque chose sans jamais le toucher et continuer comme ça, toujours en te rapprochant un peu plus. Et que ta convergence arrive quand tu tends vers l'infini. Et je trouve ce concept fou, c'est dingue. De calculer des choses en supposant que ça arrive à l'infini. Et c'est par essence complètement stupide, parce que ça n'arrivera jamais à l'infini. Et en même temps, si on vivait déjà... Là, on a une espérance de vie de, 70-80 ans. Si on vivait déjà 1000 ans, on aurait déjà une sensation d'infini. Et en même temps, si on se mettait tous à vivre 1000 ans, on n'aurait plus cette sensation. Et donc, il y a ce truc, quelque part, de... Vous voyez, c'est insaisissable. C'est pour ça que c'est fascinant. Et dès que tu mets de l'infini quelque part, j'ai cette sensation que tout devient un peu extraordinaire. Voilà. C'est fou. C'est vraiment fou. Et voyez, ils mettent le nœud... comment il s'appelle déjà ? Vous savez, le nœud où tu tournes toujours là. Putain, j'ai oublié, bref. Et ça, c'est pareil, c'est un mouvement, tu peux suivre le truc comme ça, tout le temps. C'est dingue. Bref, je continue, parce que là, je suis en train de divaguer. Je me sens obligé de parler de la première... Il y a l'interview d'Étienne Klein. Alors, je savais pas qu'il avait été dans une tempête médiatique vis-à-vis d'accusations de plagiat sur notamment sa thèse. Et alors, il y a plusieurs choses qui me viennent, tu vois, quand je lis l'interview. Déjà, je suis... alors, je sais pas, tu vois, dans quel cadre a été enregistrée cette interview, mais je suis quelque peu admiratif et reconnaissant de sa part d'oser et d'assumer et de discuter de ces sujets-là. Alors moi je suis personne pour porter un jugement. J'ai même un truc un peu... Alors je pense que dans le fond le véritable sujet, c'est l'intention avec laquelle est fait le truc, entre guillemets. J'ai cette sensation là quand on l'explique, qu'il n'y avait pas tellement volonté de plagier un texte au sens de je m'approprie quelque chose. Bon, c'est la sensation que j'ai, c'est pas rationnel, c'est la sensation que j'ai quand je lis son témoignage. Maintenant, derrière ça, il y a effectivement tout le bagage légal du bordel, c'est-à-dire, oui, effectivement, tu peux pas prendre un paragraphe de quelqu'un et le copier dans un truc sans le citer parce que c'est légalement répréhensible. Et soit, et sur ça, il y a faute. Et aussi naïf que tu puisses être, il y a faute. Et quelque part, c'est peut-être ça aussi moi qui me touche, parce que je suis justement un très grand partisan de reconnaître qu'en fait on n'est pas tellement innovant. On est innovant dans la manière dont on s'approprie tout ce qu'on mange. Mais je pense pas qu'on soit innovant dans le sens de écrire une phrase qui n'a jamais été dite. D'ailleurs, c'est très intéressant que ce sujet-là et que ça soit traité dans un texte sur l'infini. Parce que si tu acceptes la notion d'infinité des phrases, et peut-être que si, en fait, tu peux être innovant tout le temps. Il y a toujours une manière d'être innovant. Mais une manière d'être innovant sur la forme, mais sur le fond. Tu vois, c'est peut-être plutôt là que je m'arrêterai. Sur le fond, je sais pas. Et donc, à mon avis, est-ce que le problème est le même quand tu prends un morceau de texte, par exemple, voilà, je prends la préface d'Alexandre Lacroix, là,
d'ailleurs qui lui-même cite des auteurs, hein, mais je prends un morceau qu'il a lui-même écrit. Si je le copie comme ça dans un article que j'écris ou dans un bouquin, là effectivement, légalement, il y a un problème. Mais si je m'imprègne de l'essence de ce qu'il partage et que j'en fais une paraphrase, est-ce que je suis pas tout aussi coupable ? Et sincèrement, je n'ai pas la réponse. C'est un vrai débat de valeurs intéressant. Voilà, ça me renvoie, petite parenthèse, mais en écriture, à tous ces fameux conflits de valeurs qu'on a envie de faire ressentir au lecteur, parce que c'est ça qui l'interroge et qui fait que le livre vit au-delà des simples mots qu'il y a dedans. Mais c'est une vraie question que je me pose. Et moi, ça m'est arrivé, par exemple, je me rappelle sur le 2e roman. Il y a des phrases qui sont, par exemple, je cite notamment une phrase, alors qui en plus est paraphrasée, c'est-à-dire que c'est pas la phrase exacte, mais je cite une phrase de Frantz Fanon dans mince, peinture noire, masque blanc, non, mince, peau noire, masque blanc, oh mince, oh là là, quelle hérésie. Bref, vous voyez une phrase de Frantz Fanon sur le racisme, je le cite. Il y a une autre phrase de Bébé Jacques que je cite, et pour le coup je les ai mis en bas de page, parce que en fait c'est pas... Et je le mets pas en bas de page pour dire attention, pas du tout. En fait, c'est parce que je leur suis extrêmement reconnaissant d'avoir écrit ça, parce que ça m'a permis, moi, de déclencher quelque chose de créatif en moi qui n'aurait pas pu être déclenché si j'avais pas lu leurs phrases. Et parce que ça a mis des mots beaucoup plus justes sur une espèce de truc, de sensation, de brouillard un peu invisible que j'avais dans la tête. Et c'est pour ça que je les remercie. Mais à contrario, il y a aussi par exemple un moment, une phrase, et Ingrid en bêta lecture me dit haha MDR, c'est une phrase de Dewey dans Malcolm. Mais moi, si vous voulez, j'ai regardé Malcolm quand j'étais ado, je me rappelle plus. Et peut-être qu'effectivement, je suis inspiré de Malcolm, mais là, ça devient très inconscient. Et comment on fait dans ces cas-là ? Et je pense qu'à un moment, il y a aussi ce truc, c'est très dur de porter une espèce de volonté d'absolue création unique. Je sais pas si le débat est forcément toujours bien placé. Alors là, entendez-moi bien, je ne défends pas Étienne Klein, je connais pas toute l'histoire, j'ai pas sa version, j'ai pas la version des accusations, je suis personne pour tirer un jugement. Vraiment, je divague sur le sujet. Et donc, quelque part, moi j'aime bien ce truc aussi de dire... On s'inspire tous ensemble. Et c'est pour ça que à la fin, une fois que j'ai dit ça, comme je suis pas en capacité de dire est-ce que c'est du plagiat, est-ce que c'est pas du plagiat, parce qu'en plus ça supposerait que j'ai en tête l'ensemble des connaissances humaines. Et là, pour le coup, on se rapproche aussi de quelque chose d'infini. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, l'ensemble de ce qui a été produit par l'humanité grandit. Et là, quand ça tend vers l'infini, pour le coup, c'est divergent, ça tend vers l'infini. Et étant donné que je peux pas porter de jugement exact et que je peux pas demander à quelqu'un de vérifier si chacune de ces phrases n'a pas été prononcée par quelqu'un sur Terre. Bon, volontairement, je fais un peu du sophisme, vous commencez à me connaître. Et à la fin, ce qui m'importe vraiment, moi, c'est cette notion d'intention. C'est-à-dire que plus que le fait que ça soit fait ou pas, c'est est-ce que ça a été fait dans une volonté de tricher, de faire du mal, de copier, ou est-ce que ça a été fait dans une volonté de, quelque part, de transmettre, de continuer à être ce passeur d'histoire, ce passeur d'idées. Voilà, je vous laisse avec ce sujet. Pour le coup, on est vraiment dans un débat philosophique qui, je trouve, recoupe bien avec cette notion d'infinité. Et voilà, je vous laisse avec ça, moi je continue ma lecture. Je vais dire un truc un peu un peu abusé, mais il y a une phrase, une citation de Blaise Pascal: je mets en fait que si tous les hommes savaient ce qu'ils disent les uns des autres, il n'y aurait pas 4 amis dans le monde. Et je suis pas tellement d'accord avec cette pensée de notre très cher Blaise Pascal, parce qu'en fait je pense justement, et on en avait parlé dans un autre épisode de Philomaque justement, que cette phrase présuppose que les hommes ne sont pas capables de faire face aux dents de la discorde. Et moi, j'aime à croire, alors peut-être que Blaise Pascal était peut-être beaucoup plus réaliste et moins optimiste ou utopiste que moi, mais moi, j'aime à croire que les gens sont capables d'entendre tout ça.
Évidemment, ça présuppose aussi, alors peut-être, tu vois, tout de suite, on rentre dans un débat de mots, ça me rappelle ma posture de coach, il faudrait 2, 3, pardon, faudrait interroger toute la définition des mots qu'on donne, mais ce qu'ils disent les uns des autres, ça présuppose aussi, en tout cas dans ce que je partage et le désaccord que je peux avoir ici, qu'on n'est pas sur ah putain, mon voisin c'est vraiment un trou du cul, tout le temps. Voilà, dans de l'ad hominem sans contexte et négatif, tu vois, qui ne fait jamais avancer personne. Bon, effectivement, ouais. Bon, tout est contextuel et tout est contextuel, donc il y a sûrement des moments où effectivement quand on a nos frasques de colère interne, où on se met à insulter les gens avec des toujours et des jamais, de manière extrêmement personnelle, effectivement, si tout ça était rendu public, peut-être qu'on serait on serait un peu tous dans la merde. Bref, avec une photo, c'est qui ? C'est notre très cher Emmanuel Macron avec notre illustre Donald Trump. Putain, je vous jure, quoi. Oh là là, je ne dirai rien, j'en pense pas moins. Là, je suis obligé, hein. Ils ont imprimé, alors Darius Wu, dans le cadre de son projet Hyperpressed, a imprimé son livre en 3D. Particularité de ce volume, il est imprimé en 3D à partir de polyuréthane thermoplastique, les caractères apparaissant en relief. L'autre particularité de l'ouvrage, c'est son contenu. Il contient son propre code, les instructions permettant son impression par une imprimante 3D. Et comment c'est incroyable comme idée créative. Je vous jure, c'est là que je comprends pas pourquoi on oppose encore science et littérature et art. Quand tu lis les deux, c'est une dinguerie ce que tu peux faire. Putain, ça là, vous savez, ça me rappelle. Bon, bref, j'en parle pas parce que ça serait trop long et que en vrai, il me faudra encore un peu de temps pour mettre en place tout ça. Mais si vous saviez à quel point, quand on prend la science et qu'on y lit la littérature, les messages qu'on va faire passer, etc., on peut se retrouver avec des trucs. En fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi, voilà, on parle d'infinité, et la créativité a ce côté infini et surtout à ce côté multiplication des infinis, quelle que soit la manière dont tu fonctionnes. Par exemple, j'y mets du code, j'y mets de la peinture, j'y mets de la musique, j'y mets du texte, et chaque couche est une notion d'infini, une manière de rajouter un médium d'infini qui permet de créer quelque chose d'absolument unique. Il y a ça déjà. Et à ça, on peut rajouter aussi, par exemple, les médiums beaucoup plus récents et technologiques, l'IA, le vocodeur, bref, tout ça. Et en plus de ça, en créativité, t'as l'infini partout. C'est-à-dire que tu peux voir le fait de ne pas mettre de cadre comme une notion d'infini qui te permet d'aller partout. Et tu peux voir le fait de mettre le cadre comme une notion d'infini. Je prends l'exemple de la poésie, une phrase qu'on écrirait comme ça, ok très bien, à partir du moment où on veut la faire rentrer en 12 pieds et donc en alexandrin, on s'impose une contrainte qui nous oblige à aller chercher des mots différents et donc à aller puiser dans l'infinité des mots qui existent pour faire rentrer les 12 pieds. Vous voyez, c'est ça qui est absolument fascinant dès qu'on se met à parler d'infini, parce qu'il y a cette espèce de truc vraiment où en fait, quel que soit le morceau par lequel on le prend, on se retrouve toujours confronté à de l'infini qui nous fait arriver sur quelque chose de fini. Et ça, c'est extraordinaire, vraiment. C'est vraiment extraordinaire. Donc big up Darius pour le livre en 3D là. Et ça, vous voyez, c'est une idée, j'aurais aimé la voir. Je vous jure, j'aurais aimé la voir. Je suis très touché parce que ils ont fait un petit passage là sur la Corse et Paoli, et j'ai eu la chance grâce à une partie de ma famille de passer beaucoup de temps en Corse et aussi passer beaucoup de temps avec certains vieux briscards qui m'ont notamment beaucoup parlé de Paoli pour plein de raisons, mais celle qui m'a toujours le plus marqué, c'est à quel point j'étais pas au courant du fait qu'ils étaient terriblement en avance sur tellement de sujets. Vous pourrez regarder sur les rédactions de constitution, le droit de vote, notamment des femmes. Bref, c'est fou. C'est fou que tout ça ait été oublié et en plus ça a été écrasé, une sorte de régression une fois que la France a mis son nez dedans, quelque part. Bon alors je grossis peut-être un peu le trait, mais ouais, c'est un territoire fascinant, la Corse, encore aujourd'hui, et il y aurait tant de choses à dire.
mais tout ce que j'aurais envie de transmettre là, pour pas rentrer dans des débats quelque part qui me concernent pas, c'est aller en Corse avec la curiosité autre que le touriste qui aime la plage. Vous imaginez pas toute la richesse qu'il y a en Corse, des gens et des territoires. Et c'est un endroit quelque part encore préservé pour plein de raisons. Notamment si vous allez en Corse du Nord, par exemple. C'est un peu moins vrai peut-être en Corse du Sud. Mais en Corse du Nord, voilà, pour plein de raisons, il y a encore ce côté, je sais pas, c'est indescriptible. Il y a qu'en y allant qu'on s'en rend compte. Voilà. Allez faire un tour du côté de la Pointe, aller à Saint-Florent, aller à Saleccia, aller au Laude. Bref, c'est vraiment un endroit magnifique, même aux alentours de Bastia. Bref, il y a tellement de plages incroyables et bien au-delà. Voilà, c'est incroyable. Bon, il y a tout un article sur notre très cher Vincent Bolloré que je vous avoue, je vais passer parce que non pas que ça m'intéresse pas, mais je sais pas, peut-être que j'ai un peu de déni parce que je trouve ça un peu flippant. C'est marrant parce que en ce moment, je suis en train de regarder Succession sur HBO et Logan Roy qui veut absolument étendre toujours plus son empire médiatique. Et bah quelque part c'est un peu ce que cherche à faire Bolloré, et là quand je lis les phrases du type avec l'argent on obtient des choses mais avec la politique on obtient des imaginaires, c'est infiniment plus intéressant, et bah peut-être que ça me fait flipper parce que c'est très vrai. Ouais. Bon, alors c'est pas lui qui a dit ça, hein, c'est une personnalité politique ayant réclamé l'anonymat, si jamais. Voilà. Et à la fin, il y a une phrase là, Vincent Bolloré se considère comme le gardien de la tradition, il se voit comme un bâtisseur d'empire, mais il est peut-être hanté par l'autodestruction. Écoutez, ça rejoint aussi beaucoup cette notion d'infini. Hein. Quand tu es toujours plus gourmand, je veux dire, il y a un moment, tu peux plus rien avaler, quoi. Donc quand tu cherches à avoir le plus gros empire, quel qu'il soit, est-ce que l'histoire même ne nous a pas montré que c'était une hérésie? Ça serait peut-être très intéressant aussi d'interroger cette notion d'infinité au regard de ce qu'on a pu observer. Pour quelles raisons les gens qui veulent toujours plus n'y arrivent pas? Et en même temps, quand on voit quelqu'un comme Elon Musk, bah, il arrive à aller encore plus loin que certains autres. Donc est-ce que ça veut dire que c'est possible d'être toujours plus grand? Ça rejoint une question beaucoup plus sociétale que gros big up à notre très cher Jean Covici et la fameuse croissance infinie dans un monde fini. Alors ça aussi c'est multiparamétrique et très contextuel, mais c'est des vraies questions philosophiques. Voilà. Parce que dans la réalité d'aujourd'hui, il est indéniable de dire que ce n'est pas possible. Mais avec une évolution technologique inimaginable, je sais pas, demain un mec invente un truc qui nous permet d'avoir une puissance énergétique folle pour 1 centime, bon bah tout ce paradigme se transforme. Et là où avant la norme c'était le 10, ça devient le 10 000. Et puis tout change. Et une croissance exponentielle sur plein de choses. Donc je sais pas où se situe le vrai combat. C'est assez fascinant et ça rejoint notamment ces questions d'infinité et de bornes et de où on place cette notion, parce qu'en fait c'est aussi ça qui est fascinant dans l'infinité, c'est que ces bornes d'apparition sont pas les mêmes pour les sujets, vous voyez, et sont pas les mêmes en fonction du véhicule que tu prends. Par exemple, si je parle de 1000 km à pied, ça me paraît infini. Mais si je parle de 1000 km en avion, pas tant. Si je parle d'aller jusqu'à la Lune en fusée, c'est chiant, mais si j'étais un photon, ça va. Et en même temps, la distance reste la même, mais pas la vitesse. Bref, vous voyez, là je suis en train de partir dans mes délires. Donc, haut les mains mon Sam, on va continuer de lire. Parce que là, il est actuellement 10h38 et j'ai quelqu'un qui arrive dans moins d'1 heure. Donc, et là, je suis à la page 36. Ok, allez, j'y m'y remets. En plus, ça parle de Dark Romance, donc... Alors, je vais pas vous mentir qu'en Dark Romance, j'y connais que dalle. Dire que j'en ai jamais lu. J'ai dû regarder 20 minutes de 50 nuances de Grey. Et en vérité,
j'ai interviewé assez peu d'autrices de dark fantasy, de dark romance, je crois. C'est un genre duquel je suis assez loin en fait. Du coup, je vais pas arriver avec mes grands sabots là et vous dire c'est bien, c'est pas bien. J'en sais que chi. Par contre, je suis très intéressé par l'essai dont il parle Hard Romance de comment elle s'appelle, pardon. Oh, pourquoi j'ai pas son nom? La sociologue Eva Illouz, pardon. Alors ça a l'air hyper intéressant. Une solution fantasmatique, ingénieuse à la volatilité des rapports amoureux, un rituel qui définit à l'avance les rôles qui seront tenus et est régi par la figure du consentement, même si il est à des degrés divers. Et alors, ce que j'adore dans ces analyses, c'est que, alors je vous lis le paragraphe parce que je le trouve assez passionnant. Une autre dimension, révèle la sociologue Marine Lambolez, paraît même renverser les rapports de domination. Dans les scénarios de Dark Romantasy, les monstres qui malmènent l'héroïne ont besoin d'elle pour survivre. Le vampire doit boire son sang ou mourir, le démon se repaître de son énergie vitale, le fae donne du plaisir ou bien ses pouvoirs disparaîtront. Il s'opère ainsi un renversement similaire à celui observé dans la dialectique du maître et du serviteur, l'épisode le plus connu de la phénoménologie, j'arrive jamais à prononcer ce mot, de l'esprit de Hegel. D'esclave sexuelle, la femme devient indispensable à son bourreau, autrement dit, elle détient le pouvoir. Mal dominant, prends garde à toi. Et vous voyez, mais c'est quand même fascinant, ces trucs qui basculent. Bon, ça serait quand même bien de pas avoir d'esclaves, quand même. Mais c'est intéressant, je trouve, que dans des scénarios imaginaires, donc de dark romantasy, en l'occurrence là, on retrouve des enjeux qui pouvaient être interrogés par Hegel. Sachant que Hegel, qui doit être quelque part là dans la bibliothèque, j'en ai pas lu beaucoup de son bouquin, mais c'est pas facile à lire. Il y en a des plus faciles à lire, quand même. Donc bon. Allez, c'est parti, on continue parce qu'on est toujours page 36. Bordel de Dieu, il y a un article sur les animaux. Pourquoi sommes-nous si fascinés par la diversité des formes animales? Oh là là, mon Dieu, c'est pour moi. Et là, on parle d'un essai de Bertrand Prévost, l'élégance animale. Bah écoutez, ça, je pense que ça va partir en achat direct. Parce que, en fait, c'est littéralement tout ce qui me passionne le plus. Voilà, l'élégance animale. Alors, je vais peut-être aller à la librairie plutôt que de l'acheter sur Amazon. Mais ouais, j'adore. J'ai trop hâte de découvrir ça, moi. Une profusion de signes intenses qui dit moins une beauté qu'une profonde expressivité, autant dire une puissance visuelle à même de faire se lever une image subtile. Bon, moi de toute façon, je sais pas si je l'ai déjà dit, je sais pas comment vous me découvrez, mais moi effectivement, les animaux pour moi sont l'expression pure de la créativité de Mère Nature, et c'est absolument fascinant de voir ce qu'elle est capable de créer. Et toute ma cosmogonie autour de Ose écrire, et des personnages qui l'incarnent sont des incarnations de cette créativité animale. C'est pas pour rien qu'ils sont rattachés à un animal. Et pour moi, l'animal en question est toujours très révélateur d'une certaine forme de créativité. Par exemple, je vois le guépard comme étant quelqu'un qui, n'ayant pas la force dans un monde où c'était la loi du plus fort, a décidé de devenir très sharp sur une compétence, à savoir courir extrêmement vite. Et il y a quelque part cette audace de faire différemment, tu vois, cette audace d'assumer pleinement qui on est et de pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Il y a aussi par exemple le tigre qui a ses propres rayures gravées dans sa chair, tu vois. Donc il y a un espèce de truc de briser les lignes jusque dans sa chair pour assumer son unicité. Il y a le panda, ce carnivore qui a décidé de manger que du bambou, tu vois. Il y a, je sais pas, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, évidemment, la panthère noire qui est une j'ai plus le mot, mais qui est une, c'est un truc avec la couleur de sa peau. Bref, vous m'avez compris. C'est un problème de pigmentation, je crois. Oh là là, je dis des bêtises. Mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, les animaux sont fantastiques. Voilà. Ou je sais pas, le requin qui est obligé de nager pour vivre, tu vois, qui peut pas s'arrêter, se poser sur un petit banc de sable et faire vas-y, je vais faire ma sieste, tu vois. Il est obligé de bouger pour vivre. C'est incroyable. Au niveau de la créativité, obligé de créer pour vivre. Vous voyez, je sais pas, c'est extraordinaire. Bref, c'est parti. Petite parenthèse marrante, mais là je suis du coup sur le dossier où il traite l'idée de l'infinité et donc ce sentiment océanique.
il y a écrit « Puis-je m'ouvrir à l'ineffable ?» Et ce mot me fait rire parce que il me fait toujours penser à la scène dans How I Met Your Mother où Ted utilise ce mot sans savoir ce que ça veut dire. Enfin, je sais pas s'il sait, mais c'est très marrant. Il est là genre « Non, mais je dois te quitter, mais c'est ineffable. » Et évidemment, ça la met en colère. Et d'ailleurs, c'est sa copine avec qui il se comporte comme un con. Bref, qu'il avait quitté pour son anniversaire par téléphone. Il se remet avec elle et puis il la requitte le jour de son anniversaire. Et donc elle lui fout un grand coup de karaté. Alors, quelque peu mérité, loin de moi l'envie de dire que ce genre de sujet doit être réglé par la violence. Mais de toute manière, j'ai toujours trouvé Ted extrêmement toxique, même si j'adore cette série, bien évidemment. C'est une série extrêmement toxique, d'ailleurs, quand même. Robin est extrêmement toxique, Barney est extrêmement toxique, même si c'est le personnage le plus touchant, parce que c'est peut-être celui qui comprend le mieux les évolutions auxquelles il fait face, peut-être. Bref, on pourrait en parler longtemps de cette série. Mais ce qui est assez amusant, c'est que je pense qu'elle pourrait plus vraiment sortir de nos jours. Allez, je repars sur mon sentiment océanique. En fait, ça me fait trop rire ce que je dis depuis le début, parce que ça rejoint énormément tout ce que j'ai pu... Attendez, pardon, il y a une connerie de merde. Voilà. Mais désolé pour l'interruption, une petite connerie qui est apparue sur mon écran que j'étais obligé de gérer. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que c'est marrant parce que au début, je disais c'est super dur de décrire cette espèce de sentiment d'infinité. Et là, c'est exactement ce qu'ils expliquent en fait avec l'ineffabilité. Il est difficile de trouver des mots pour les traduire et les exprimer. Et il faut avoir l'oreille musicale pour apprécier une symphonie, il faut avoir été amoureux pour comprendre l'amour. Et c'est vrai, c'est ça en fait, c'est quelque chose qu'il est important d'expérimenter. Et quelque part, vous ne pouvez que faire confiance à la sensation des gens. Et c'est ça aussi qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, là encore une fois, il y a en quelque sorte une infinité de sensations pour les infinités d'êtres humains qui ont existé. Chacun n'aura pas cette même sensation face, par exemple, à l'immensité d'une montagne. Et ça nous fait tomber sur quelque chose d'assez particulier qui est évidemment ce que moi je défends même en écriture, c'est qu'en fait c'est important de s'interroger sur nous et sur ce que nous on a envie de vivre, de voir, etc. Et il n'y a que l'exploration, il n'y a que l'action qui nous fait... Et attendez, quand je dis action, se placer devant une montagne, ça pourrait paraître ne pas être de l'action, mais en fait si, c'est se placer dans un cadre qui n'est pas forcément le nôtre et qui nous confronte à quelque chose. Voilà. Et il n'y a que comme ça qu'on capte, qu'on découvre notre propre sentiment océanique, peut-être. J'ai bien aimé aussi la définition qu'il donne au début. C'est l'histoire d'un rendez-vous manqué entre ce que je sens et ce que je sais. Chacun de nous a sans doute déjà tenté d'organiser ce genre de rencontre en lui-même. Il n'est pas facile de faire coexister harmonieusement le domaine des intuitions et des croyances d'un côté et celui des connaissances et de la rationalité de l'autre. Si l'on donne la priorité au premier, on devient crédule. Si l'on ne s'intéresse qu'au second, on se condamne à un horizon borné. Et moi je suis vraiment totalement d'accord avec ça. Et puis on commence à voir apparaître les deux paramètres de la triptyque de l'index de conscience, tête et corps plutôt. Et après on pourrait rajouter le cœur et tout ce qui a trait à l'émotion. Mais ouais, c'est un enjeu perpétuel, c'est cet équilibre entre ne pas tomber dans l'un ou dans l'autre, parce que chacun a ses avantages et chacun a ses défauts, et quand on en ignore complètement une partie, c'est comme si on décidait de couper un des pieds du trépied sur lequel on est assis. On devient quelque chose d'instable. Et ouais. Et ça peut être un vrai problème. En tout cas, en coaching, alors ça c'est vraiment assez clair que les gens arrivent avec des enjeux et tu peux très souvent, pour jamais dire jamais ou toujours évidemment, mais tu peux très souvent identifier quel morceau est le plus challengeant. Et je vais pas dire est un problème, mais est le plus challengeant pour les gens. Certains, ça va être justement d'utiliser un peu de rationalité. D'autres, ça va être justement d'arrêter de l'utiliser pour se placer dans l'action du corps. Et après, il y a aussi tout ce rapport aux émotions, à se les autoriser, à les traverser, etc. etc. Donc, très intéressant. Très, très intéressant. Je vais continuer.
Oui, c'est assez intéressant parce que là, du coup, il parle de 4 points. Donc, premièrement, l'ineffabilité. Il est difficile de trouver des mots pour les traduire et les exprimer. Deuxièmement, l'intuition. Les états mystiques ne sont pas seulement des sentiments, ils apparaissent également à celui qui les vit comme une forme de connaissance, comme si des vérités fondamentales mais indicibles lui étaient soudain révélées. Comme si l'énigme de l'univers et de la vie s'éclairait un peu. Troisièmement, l'instabilité. L'état mystique ne dure pas longtemps, ne serait-ce que parce qu'il faudra tôt ou tard aller mettre la table et étendre le linge. Quatrièmement, la passivité. Ce ne sont pas des actions volontaires qui déclenchent de tels états. Et ça, je suis partiellement d'accord. Parce que je suis d'accord avec cet aspect de c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que ça peut pas être volontaire de déclencher ces espèces d'états de sidération contemplative quelque part. J'avais pas décidé en m'allongeant sous le ciel sur le bateau entouré d'eau que j'allais être pris par cette espèce de grandeur, tu vois. Et en même temps, il y a aussi, vous voyez, c'est quand même ce truc de cette curiosité à aller découvrir des choses nouvelles qui nous placent en action et qui nous placent dans des situations dans lesquelles on n'a plus le contrôle du résultat. Et là, je trouve que ça devient passif. Enfin, ça devient actif, pardon. Mais l'actif peut mener à une certaine forme de passivité dans le fait qu'on déclenche des états qui ne viennent pas d'action. Enfin, on déclenche des états qui sont pas volontaires avec des actions volontaires. C'est intéressant. C'est intéressant. Encore une fois, on pourrait aussi avoir ça, je serais curieux de creuser cette question quand même. J'adore qu'on retrouve cette notion de spiritualité dans cette espèce de connaissance du sentiment océanique. Et c'est marrant parce qu'il parle de Freud qui s'éloigne de son disciple Jung, justement, parce que Jung tend beaucoup vers la spiritualité. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que il explique, voilà, si je commence à accorder de l'importance à ces bouffées d'ineffable dans ma vie psychique ordinaire, ne vais-je pas finir assez mal en illuminé à suivre les pas de quelques gourous New Age. Et en fait, à mon sens, c'est toute une notion d'équilibre. Mais moi, c'est pour ça, par exemple, que j'ai infiniment préféré lire Jung que Freud. Parce que je trouve que Freud a une espèce d'extrémisme rationnel presque. Alors, j'exagère, hein. Et encore, j'ai pas tout lu, donc ça ne tient qu'à moi ce que je dis. Mais Jung, j'aime trop justement ce rapport un peu à la synchronicité, à la spiritualité, au hasard qui tombe miraculeusement bien, à écouter ses sensations, son intuition. Et je sais pas, moi ça me parle beaucoup plus, je dirais. J'aime beaucoup plus l'équilibre qu'il y a dans le fait de s'autoriser aussi à parfois accepter qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable d'expliquer et de comprendre. Et peut-être que Freud avait peur de ça aussi, hein. De toute façon, personne n'est parfait, mais et c'est même un enjeu pour plein de situations, mais en fait, pas comprendre, c'est cool. Tu vois, je me rappelle que je parlais de ça à un moment parce que dans Big Bang Theory, il y a une scène super drôle où Penny explique à Sheldon en gros que voilà, elle sait pas et que c'est cool, et Sheldon fait un truc genre pas savoir c'est amusant, et ça m'a toujours fait mourir de rire parce que en fait je crois qu'il a tort. Pas savoir c'est cool parce que pas savoir ça implique beaucoup de choses. Ça implique parfois peut-être cette naïveté d'enfant qui pense qu'il peut faire plein de choses. Ça implique aussi ce truc de ah mais en fait j'ai encore des choses à apprendre, donc j'ai encore du chemin à parcourir, donc j'ai encore de la progression, j'ai encore de l'évolution. Il y a quelque chose de très fascinant et de très cool dans le fait de pas savoir. Et c'est pour ça que j'ai toujours trouvé que Sheldon se trompait à ce moment-là. Ouais, c'est intéressant. Alors là, pour le coup, le dossier où ils interrogent 5 personnes sur cette notion de sentiment océanique, putain, ce dossier est vraiment passionnant et il est déjà 11h17 et je vais pas avoir le temps de tout regarder. Mais alors, j'ai essayé... je vais vous faire un partage en full transparence, hein. Alors, il y a Philippe Descola qui parle... sur fond d'une solitude éprouvée face à l'immensité du ciel, j'ai pleinement fait partie du monde. Ensuite, Nathalie Depraz, grâce à la musique, j'assiste à un émoussement des frontières entre mon corps et le monde. Il y a Mathilde Ramadier qui dit avec l'ayahuasca, je me suis retrouvé totalement engagé dans un nouvel état de conscience. Comte Sponville,
euh, qui d'ailleurs, je m'étais beaucoup reconnu dans ce qu'il partageait, et là il repartage cette anecdote de la forêt, où je regarde le ciel, les étoiles, j'écoute le silence bruissant de la forêt, et soudain tout est changé. Cet état de béatitude dont il parlait, de plénitude, voilà, c'était le mot qu'il utilisait à l'époque. Et Jeanne Bugard-Goutal, le yoga me permet une forme de connexion au cosmos, de s'envisager comme un élément de l'univers. Et alors, je dois vous avouer que tout de suite, pris d'une certaine forme de préjugés, j'ai tout de suite porté un regard un peu plus critique sur l'utilisation de l'ayahuasca pour se retrouver dans un état de conscience différent. Alors ça, non, ça, tu vois, ça parle de mes croyances, etc. J'ai beaucoup de mal avec ce truc de devoir ingérer quelque chose pour vivre une expérience. Quelque part, je sais pas, ça me donne l'impression qu'il y a un truc qui est pas juste. Et en plus, l'ayahuasca, c'est quand même très ritualisé. Il y a ce côté, un moment presque vomitif, hein, si je dis pas de bêtises. Et quelque part, que tu sois obligé de passer par des états aussi durs pour atteindre un état de conscience, je sais pas. Et puis après, bon, il y a toutes les dérives, mais bon, ça c'est les dérives qu'on voit partout en fait, de toute manière, quelle que soit la pratique spirituelle, je dirais, mais les dérives de vendre une spiritualité à des gens qui en fait n'en ont aucune. Bon bref, ça n'engage que moi. Voilà, c'est aussi ce que... Je sais pas, j'ai cette sensation que y a un truc un peu faux avec ça. Et en même temps, c'est pas le cas, parce que c'est une pratique qui est faite. Par exemple, tu vas en Amazonie, c'est fait avec beaucoup de justesse. Donc voilà, bref, je vous partage ce préjugé-là. Mais pourquoi je vous partage ça ? Parce que ça m'a fait arriver à une conclusion un peu instinctive, qui était de dire ah ouais, mais en fait, c'est quelque part de la triche d'utiliser l'ayahuasca pour ressentir ce sentiment océanique. Tu vois, comme si on n'était pas capable de faire face à ces actions passives, à ce hasard, et le déclencher tout seul. Et donc ça m'a fait un peu dire genre c'est de la triche, tu vois. Et en même temps, après, je regarde avec un œil un peu plus critique ce que je viens de dire, et je me dis attends, mais la musique, le yoga, se placer devant la montagne, quelque part, c'est aussi utiliser un élément extérieur pour déclencher quelque chose d'intérieur. Donc j'ai porté un regard beaucoup moins critique sur cette pratique-là. Voilà. Même si moi, c'est hors de question que je bouffe un truc pareil. Non, c'est pas possible. C'est un truc que j'envisage pas. Mais c'est presque, tu vois, une peur. Mais là, encore une fois, vous voyez, je parlais de contrôle. Moi, c'est un truc, ça me terrorise. Si j'ingère quelque chose, je perds le contrôle. Et c'est ça qui est assez fascinant, en fait. C'est que je refuse une expérience parce que j'ai envie de garder le contrôle. Est-ce que du coup, c'est pas exactement ce dont j'aurais besoin pour expérimenter une pleine perte de contrôle ? Je sais pas. Voilà, j'ai pas de réponse et j'aurais envie de dire que non, mais ça c'est mon avis. Par contre, je suis beaucoup plus sensible à l'immensité du ciel, l'immensité des étoiles, de la forêt. Ça me parle beaucoup plus. Et c'est vrai que, par exemple, il y a des combinaisons dans lesquelles je ressens aussi ça. C'est par exemple avec de la musique en étant en train de courir. Il y a des moments où c'est comme si tout s'alignait entre ma foulée, la musique, et que j'avais comme cette sensation de voler. C'est même plus comme si je courais, c'est comme si je volais. Je sais pas, il y a un truc, c'est ineffable, voilà. C'est très très ineffable. Et la méditation, le yoga fait aussi beaucoup ça. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun trouvera sa manière de. Là, ils en ont interrogé 5, mais en vérité, c'est vrai pour tout le monde. Et j'aime beaucoup André Comte-Sponville, donc forcément je me reconnais beaucoup dans ce qu'il partage, mais voilà, j'aime bien sa définition, tu vois. D'abord, la suspension du langage, le silence, la suspension du temps, ou de ce que nous prenons ordinairement et à tort pour le temps, à savoir le passé et l'avenir. À ce moment-là, il n'y a plus de passé, plus d'avenir. Et la suspension de la séparation entre moi et le monde. Voilà, la simplicité, la suspension du manque, la plénitude. Et pour la première fois de ma vie, je ne manquais absolument de rien. Tout cela vécu simultanément et silencieusement dans une joie sans pareille. Et c'est exact, c'est genre, pour moi c'est ça. C'est l'extrême incarnation de ce sentiment d'être à la juste place et qu'il n'y ait plus aucun enjeu. Rien du tout.
On dit souvent, voilà, le pouvoir du moment présent, le fait que tu peux pas vivre dans le passé ni dans le futur parce que soit c'est de la nostalgie, soit de l'anxiété, toujours derrière avec une volonté de contrôle, etc., etc. Et quelque part, il y a que l'extrême de ça, c'est ce sentiment océanique là, d'infinité où tu as l'impression qu'il n'y a plus rien d'autre que ce sentiment-là. Et là, encore une fois, c'est très ineffable. Bref, après, je vois un magnifique graphique qui me parle beaucoup. Sentiment océanique au centre, nature à droite, Dieu à gauche, individuation en haut, dissolution en bas. Et c'est très très intéressant. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Où est-ce que j'aurais l'impression de me situer ? Je sais pas, moi, ce qui me parle beaucoup plus, je crois déjà, c'est côté nature. Ouais, je suis plutôt à droite, côté nature. Et c'est peut-être côté individuation, nature-individuation, que je me reconnais beaucoup plus. Ah, et en même temps, le reste, là, fusion et vide, c'est intéressant. Alors ça, j'ai envie de m'y arrêter un peu. J'y retournerai, ça, parce que ça me donne aussi... C'est une grille de lecture. J'adore. On pourrait peut-être même la faire passer en 3D. Mais bref, allez hop, on continue. Parce que là... Allez hop, j'ai plus que 10 minutes. Pressé par le temps, parmi tous ces sujets passionnants. C'est absolument génial, là. Je découvre Adrian W. Moore, professeur de philosophie à l'université d'Oxford, qui a écrit The Infinite. Et ça, je vais clairement aussi le mettre dans ma liste. The Infinite. Parce que alors là, pour le coup... Ouais, mais alors là, forcément... Ça doit pas être des... Est-ce qu'on le trouve encore ? Ouais, d'accord. Là, apparemment, non. Bref, je vous partage ce qu'il écrit parce que c'est quand même assez passionnant. Dans votre essai, vous distinguez l'infini mathématique de l'infini métaphysique. Pouvez-vous nous présenter cette opposition ? Comme ça, c'est bien parce que ça met des mots plus clairs sur ce que j'essaie de vous expliquer comme un petit gobelin depuis tout à l'heure. L'infini mathématique renvoie à ce qui nous apparaît comme sans fin, impossible à mesurer. Le ciel étoilé dont nous parlions en est un bon exemple, tout comme les nombres ou la ligne droite en géométrie. Un enfant apprenant à compter comprend que pour n'importe quel nombre qu'on peut citer, il est possible d'en produire un plus grand en ajoutant une unité. Cependant, depuis l'Antiquité grecque, une autre conception de l'infini s'est développée qui renvoie à d'autres notions. La perfection est ainsi un genre d'infini, comme le fait d'être complet, autosuffisant. Quand les théologiens chrétiens disent que Dieu est infini, ils ne veulent pas dire que Dieu a une très grande taille, à l'instar du ciel étoilé, puisque Dieu n'est pas situé dans l'espace ni dans le temps. L'infini dont il est question ici n'est pas quantitatif, c'est ce que j'appelle l'infini métaphysique. Et après, il parle de tous les paradoxes que l'infini mathématique produit. Alors effectivement, le paradoxe d'Achille et la tortue est un bon exemple, dont la conclusion est une infinité d'étapes peut se tenir dans un temps fini. C'est fantastique. Et puis, voilà, là, c'est fou. Pour le coup, c'est vraiment ineffable. Et très paradoxal. Mais je pense que c'est pour ça que c'est aussi juste. Parce que si c'était pas paradoxal quelque part, il y aurait un truc qui marcherait pas, quoi. Quand il parle de la finitude humaine et de cette fascination de l'infini, il explique, il nous propose de nous réjouir de notre vie, de l'envisager comme si elle était éternelle, illimitée. Et l'on peut comprendre cela. Bien que les physiciens nous disent que le temps tel que nous le connaissons a une origine et qu'il aura probablement une fin, nous avons parfois la sensation d'un temps infini. En fait, c'est très paradoxal parce que c'est en acceptant qu'il y ait une finitude que tu t'autorises à bouger dans le temps présent qui crée cette sensation d'infini. Et cette fameuse phrase de Poupy qui dit et mes heures sont des secondes car je les vis. Et donc quelque part cette compression du temps qui passe à la fois si vite et qui est tellement intense qu'on le voit pas passer. Et le fait de pas le voir passer le rend quelque part infini, puisque t'as plus de manière de le mesurer. Et c'est cette boucle très, très paradoxale, très dans le lâcher prise, qui est que si tu cherches à contrôler ta finitude, tu te retrouves quelque part esclave de cette finitude. Alors que quand tu lâches prise, tu peux goûter quelque part à ce sentiment d'infinité. En tout cas, c'est ma sensation. Ouais. Je passe un petit peu vite là, mais il est passionnant ce passage-là de W. Moore. C'est fou quand même tout ça. Et je vous lis à la fin, l'échange que nous venons d'avoir relève donc intégralement du non-sens. Ce serait presque de l'humour anglais.
Pas tout à fait, parce qu'il est possible de parler de manière sensée du non-sens. Prenez le mot flop par exemple, il ne veut rien dire. Mais si je vous dis que ce mot fait 4 lettres ou qu'il commence par un F, ce que je vous dis est sensé. Ce ne sont pas des propositions très intéressantes, mais au moins elles sont vraies. Dans mon livre, j'ai essayé de traiter de manière sensée de l'infini. C'est une manière un peu sophistiquée de procurer au lecteur une compréhension de l'inexprimable. C'est incroyable. C'est incroyable. La créativité, c'est ça. C'est exactement ça. On passe notre vie en écrivant des livres à essayer d'expliquer les choses qu'on a en tête. On est les seuls à pouvoir les comprendre, on est les seuls qui ayons toutes les connexions et jamais personne d'autre n'aura toutes ces connexions. Et cette unicité, c'est ce qu'on passe notre temps à essayer de transmettre aux autres. C'est vrai pour l'infini et à mon sens, c'est vrai pour tout ce qu'on a envie de transmettre. C'est fantastique. Bon, pour finir... j'aime bien faire l'exercice dans les sélections d'été des livres de me dire ok, lequel j'aurais envie de prendre spontanément, et là pour le coup c'est absolument clair et net. C'est Éloge de l'inaction, le petit homme dans la tête qui m'empêcha de m'y mettre. J'adore, de Philippe Olivier Aralambon, c'est ça ou... Oui, c'est ça. Philippe Garnier, c'est celui qui le conseille. J'adore. J'ai même pas envie de lire ce que ça pourrait être, j'ai simplement envie de le découvrir. Voilà, bah écoutez, franchement, on a quand même parlé de plein de choses là. Alors évidemment, j'aurais pu en continuer encore longtemps, mais c'est aussi ça, voilà. Ne visons pas l'infinité de l'échange et simplement mettons-y une fin, comme ça, il a une matière. Ah, je dis vraiment des choses... Bref, voilà, c'était Philomag, été 2026, déjà hâte de celui de septembre, ça sera à peu près dans un mois, c'est extraordinaire. Et voilà, hein. Je suis hyper content d'avoir fait ça avec vous. Qu'est-ce que je retiens principalement? Que l'infinité est absolument fascinante et ineffable, probablement. Et je serais très curieux de savoir ce que vous en pensez, et ça me donne tout simplement envie de continuer à créer et d'aller explorer toutes ces couches d'infinité. C'était Sam, c'était Ibellion. De toute façon, les deux sont un peu la même personne quelque part maintenant, et leur superposition permet une infinité créative que je n'avais pas avant quand j'essayais de séparer ces deux parties de moi. Bref, je vous souhaite une très bonne journée, matinée. Je sais pas quand sortira cet épisode, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Philomag. En attendant, vous avez le podcast, vous avez le site internet, vous avez mes livres, bref, voilà. Au plaisir, je vous fais des bisous, et surtout, osez écrire.